j'ai mis souveraineté des États africains et contraintes politiques et géopolitiques. J'ajoute politique parce qu'il y a des contraintes internes aussi. Le titre tel qu'il est fait, c'est géopolitique. Alors, géopolitique, c'est plus ou moins lié à l'étranger. Depuis les indépendances, on le sait, la question de la souveraineté qui a été définie magnifiquement par le professeur Soma, la souveraineté des États constitue véritablement un thème récurrent, un thème qui revient souvent dans les discours politiques, dans les dynamiques institutionnelles et les orientations stratégiques des gouvernements, tout le temps. Longtemps, cette souveraineté envisagée à travers le prisme, pendant longtemps, c'est sous le prisme du droit international. Autonomie, non-ingérence, territorialité, capacité normative. Longtemps, cette souveraineté s'est transformée aujourd'hui, redéployée, parfois même fragmentée sous l'effet d'une succession de ruptures majeures. Et toute mon intervention va porter sur ces ruptures. 3 ruptures. L'Afrique a connu 3 ruptures qui structurent son imaginaire et les pratiques politiques du continent. 3 ruptures. La première rupture, c'est celle des indépendances des années 60. Là, il y a eu beaucoup de promesses, on le sait. Il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de pays qui étaient enthousiastes parce que vraiment, le fait de sortir de la colonisation était une rupture forte. Il y avait des espoirs. Et je l'ai rappelé l'autre jour lors des mélanges que quand j'étais jeune, avec mes parents qui m'amenaient danser, il y avait cette chanson « Indépendance Tcha-Tcha-Tcha » d'un orchestre congolais. Pour vous dire que c'était la fête parce qu'on y croyait. Mais vous allez voir que c'est une petite désillusion. La deuxième rupture, ce sont les années de transition des années 90. Là aussi, une rupture parce que les pays africains se sont lancés dans un processus de démocratisation. Voilà. Cette période est marquée par un double effondrement. Enfin, marquée par, pardon, je passe très vite à la troisième, alors que non. Donc, limitation du pouvoir, hein, multipartisme, on organise des élections, on quitte le parti unique. C'est ça, les années 90. Sous l'effet de Mitterrand, etc., la démocratie conditionnelle. Et puis la troisième rupture contemporaine que nous vivons actuellement, qui a en fait démarré en 2010, qui est la crise marquée par un double effondrement. Crise de la démocratie représentative au niveau mondial, y compris en Occident, et crise économique, financière, durable. Ces 3 ruptures nourrissent une interrogation fondamentale que je pose. Les États africains peuvent-ils réellement reconquérir une souveraineté effective ou celle-ci demeure-t-elle un horizon normatif contrarié par les dynamiques politiques et géopolitiques mondiales? Est-ce que l'Afrique est capable d'avoir cette souveraineté-là? Est-ce que la souveraineté en Afrique n'est pas un mythe? Est-ce que finalement, ce n'est pas une illusion? Alors, l'analyse qui suit se déploie en 2 temps. Le premier temps va parler des 3 ruptures de la souveraineté africaine, trajectoire historique et impasse structurelle. Le deuxième temps, cela tombe bien, c'est la reconquête de la souveraineté, espoir d'émancipation nouvelle, dépendance et contrainte globale. Reconquête, j'ai souri tout à l'heure quand le professeur Soma a parlé de reconquête. Là, on est tout à fait en phase. C'est une reconquête, la deuxième idée. Alors, d'abord, il faut savoir que la souveraineté originelle, la souveraineté des années 60, était entre émancipation proclamée et dépendance reconduite. C'est ça le paradoxe. On a un espoir, mais on s'est rendu compte que cet espoir va être petit à petit anéanti par divers facteurs. D'abord, c'est un moment fondateur intéressant mais ambivalent. L'année 60 marque véritablement, il faut l'accepter, un basculement historique. Pour la première fois, près de 20 États africains ont accédé à l'indépendance, formellement à l'indépendance. Sur le plan juridique, c'est fort. Sur le plan juridique, la rupture est nette. Transfert de compétences, reconnaissance internationale, adhésion aux Nations Unies, constitution de nouvelles institutions étatiques. Juridiquement, c'est très fort, parce que les pays africains se prennent en main. Mais malheureusement, et c'est peut-être là la première désillusion, cette souveraineté proclamée reste incomplète. Incomplète pourquoi? Les économies demeurent extravagantes, extraverties,
est dépendante du métropole. On était indépendant, mais économie zéro. Les pays, les puissances occidentales ont continué à avoir une mainmise sur nos économies. Les systèmes politiques reproduisent souvent les logiques administratives et coloniales. Les administrations n'ont pas changé. Et puis enfin, les élites dirigeantes se substituent à l'autorité coloniale sans transformer les structures. Voilà les trois facteurs qui vont atténuer justement ce moment fondateur ambivalent. L'État précolonial, post-colonial, pardon, apparaît dès l'origine comme un État importé. C'est ça le problème. Importé, selon la formule de Bertrand Badi, un professeur français, un État souverain en apparence, mais en réalité fragilisé dans son effectivité. Il est souverain en apparence, mais à l'intérieur, il est fragilisé. L'autre idée, la souveraineté entravée, dépendance économique et sécuritaire. Là, c'est l'économie. Les années 60-70, deux formes de dépendance se sont formées et qui freinent la souveraineté des États. La première dépendance est la dépendance économique. Samir Amin l'a dit, le président Senghor l'a dit, c'est le problème des termes de l'échange. Les échanges ne sont pas bons. Vous achetez 1 kilogramme de riz, d'arachide au Sénégal qui coûte 100 francs, vous le transformez en huile et vous revenez le vendre à 400 francs. Les termes de l'échange ici sont complètement en défaveur des pays africains. Ensuite, il y a la dépendance sécuritaire, les accords de défense. Les accords de défense, les ingérences, le maintien des bases étrangères dans nos pays ont contourné le principe important contenu dans la Charte des Nations Unies que la non-ingérence dans les affaires intérieures. Et on le sait, je n'ai pas besoin de développer, je n'ai pas le temps. Mais je vous dis que tout sera développé dans le texte. Hein. Alors, la crise de la dette des années 80 accélère cet effondrement. Cet effondrement, parce que les États africains perdent une partie de leur autonomie budgétaire au profit des institutions de Bretton Woods. La souveraineté devient pour la première fois conditionnée par l'extérieur. La deuxième grande idée et la seconde rupture, c'est les années 90. Je viens de vous en parler. C'était la promesse démocratique. La promesse démocratique, mais désillusion également. On le sait, je ne vais pas y insister, en 1990, le président Mitterrand, de manière péremptoire et de manière autoritaire, paternaliste, dit à tous les chefs d'État africains, allez vous développer dans la démocratie, ouvrez les partis politiques, finis le parti politique, le parti unique. Mais quelle audace et quel paternalisme, donner des ordres aux chefs d'État. Ils ont obéi, parce que sinon l'aide ne vient pas. C'est la démocratie conditionnée. Donc tous les pays, à l'exception du Bénin, qui avait organisé sa conférence nationale, tout seul, à l'exception aussi du Sénégal, avec Senghor, qui en 1974 avait déjà admis 4 partis, et puis Diouf, en 1980, a ouvert le parti. À l'exception de ces deux pays, tous les autres qui étaient sous les partis uniques ont accédé au pluralisme, avec des élections libres, etc. Alors, on s'est rendu compte que cette sorte de démocratie ouverte, artificielle, a des limites structurelles. La démocratie a été sous contrainte. Elle n'était pas voulue par les dirigeants, encore moins par les populations. Parce que qui parle de démocratie parle des populations. Si la démocratie est imposée d'en haut, on ne peut pas véritablement parler de rupture et de souveraineté. La démocratisation est dépendante souvent des financements. Qui n'a pas vu des pays venir donner de l'argent pour des élections? Parce que l'État ne peut pas organiser financièrement ces élections. Mais surtout, la logique clientéliste se recompose plutôt qu'elle ne disparaisse. Le clientélisme, au Sénégal, les marabouts par exemple, ont un poids sur l'électorat et du coup, les gouvernants leur font la cour, etc., etc. Mais c'est surtout les alternances démocratiques qui demeurent rares. On connaît le problème des mandats. La démocratie, son moteur, c'est quoi? C'est l'alternance. S'il n'y a pas d'alternance dans une démocratie, on ne peut pas parler de démocratie. Parce que c'est dans l'alternance que l'opposition existe et c'est dans l'alternance qu'elle est respectée. C'est cette alternance qui est pour moi, et je continue à défendre cette idée, le moteur fondamental de la démocratie. Elle n'existe pas dans beaucoup de pays, je ne citerai pas, mais il y en a qui n'ont pas connu d'alternance depuis 40 ans. Ensuite, l'illusion de bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? On nous a fait comprendre que la bonne gouvernance était une valeur. Mais dans les années 2000, la rhétorique de la bonne gouvernance, qui a imposé une vision normative de l'État africain, n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu.
on a plutôt des technocrates, etc., etc. Et la corruption dans nos États. Et les élections qui sont truquées, etc. C'est quoi la bonne gouvernance? C'est une question aussi qu'il faut se poser. Ce qu'il faut savoir, les deux crises dont je viens de parler, et c'est cela qui est intéressant, ne concernent que l'Afrique. Ce sont les Africains qui ont des problèmes. Dans la première crise 1960, dans la deuxième crise à partir des années 90. C'est nous, dans nous. Ce sont les Africains. La troisième crise dont je parle, celle-là, elle est mondiale. Elle concerne tout le monde. Cette crise qui est mondiale, elle est celle de la crise d'abord. C'est une rupture contemporaine. Je parle de troisième rupture contemporaine, crise mondiale et effondrement des modèles occidentaux. Il faut bien retenir que cette crise ne concerne pas uniquement les Africains, ni les Asiatiques, ni les populations d'Amérique latine. C'est l'ensemble des pays, surtout occidentaux. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie représentative elle-même qui est en cause. Il y a la montée des populismes dans tous les pays occidentaux. Il y a la défiance envers les élites. Je le vis. Je vis ça encore tous les jours en France ou ailleurs. Abstention de la masse, fragmentation des espaces publics. De manière détaillée, c'est quoi les gilets jaunes qu'on a vus à la télévision? Ils ont refusé d'être représentés par les parlementaires. Tous les gilets jaunes que vous voyez en France qui défilaient dans toutes les villes, qui cassaient tout, pour dire on ne veut plus être représenté par des députés parce que la façon dont vous nous représentez ne nous arrange pas. C'est ça la crise profonde de la démocratie représentative dans les pays occidentaux. Mais cette forme, je dirais, ou cette manifestation difforme qui n'avait ni queue ni tête, s'est retrouvée aux États-Unis par l'élection de Trump. Trump, c'est quoi? Trump refuse, il dénonce les Clinton, etc., les Biden, comme des élites, en disant voilà des personnes qui ne s'occupent pas de vous. Moi, je m'occupe de vous. Et c'est comme ça, ce populisme-là, que Trump a réussi à faire entrer dans l'esprit des Américains pour être élu. Là, la crise de la démocratie représentative s'est révélée très, très forte quand on l'analyse. Pourquoi Trump? Pourquoi Trump est, si vous voulez, cet élément qui fait ressortir la véritable crise? Parce que Trump, c'est un individu qui a remis en cause tous les principes qu'on avait posés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale était intéressante parce que les vainqueurs ont réussi à mettre en place des valeurs de solidarité, des valeurs de coopération, des valeurs humaines, des droits de l'homme, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un politicien qui a voulu faire disparaître une race au profit d'une idéologie. C'est cette même race qui fait la même chose d'ailleurs en Palestine à l'encontre des Palestiniens. Et ce bouleversement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale était magnifique. La Charte des Nations Unies, des principes de non-intervention, des principes humains, droits des femmes, droits des enfants. C'est ça que Trump a remis en cause. Dans son discours politique, il a remis en cause tout cela. Il a même insulté des femmes, des races noires, des portoricains, et il est élu. Mais extraordinaire. Quelle est la relation entre quelqu'un qui n'est pas démocrate, qui est élu grâce à la souveraineté du peuple, mais ce peuple s'est trompé, parce qu'il n'y a pas le lien entre Trump et ce qui a été proclamé après la Deuxième Guerre mondiale est rompu. Comment quelqu'un qui remet en cause les principes démocratiques, de solidarité, de coopération peut être élu par un peuple parce qu'il est souverain? Moi, je me pose la question du lien entre souveraineté et démocratie. Passons. En tout cas, à ce niveau-là, il y a aussi, c'est ça le résultat. Cette crise, d'abord occidentale, va venir en Afrique. Je vais vite, je continue. L'effondrement économique et financier. Je ne vais pas rester longtemps parce que je vais perdre beaucoup de minutes, mais tout le monde sait aujourd'hui que les pays africains sont endettés et puis surtout, je dirais, dépendants des institutions financières comme le FMI, etc. J'en arrive à la deuxième grande idée, la reconquête de la souveraineté entre aspirations politiques, stratégiques, nouvelles, contraintes et géopolitiques. D'abord, le renouveau de la souveraineté politique. Ce renouveau de la souveraineté politique en Afrique passe aujourd'hui par l'affirmation des résistances et des recompositions, sans oublier le panafricanisme. Alors, le retour en force des discours souverainistes.
limitation de la présence militaire étrangère, affirmation de partenariats non exclusifs, la Chine entre en jeu, la Russie entre en jeu, la Turquie, le Golfe. J'ai participé à un colloque sur le Brexit, et j'ai montré en quoi le Brexit a influencé la recomposition géostratégique en Afrique, et surtout par rapport à la France. Ensuite, les transitions militaires contemporaines et la souveraineté. On le sait, certains pays africains ont remis en cause le système, le modèle occidental, le modèle de la démocratie, etc., etc. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Gabon, etc., se présentent autrement. Rejet des élites, comme aux États-Unis, corrompues, la dénonciation de la dépendance sécuritaire, etc., etc. Mais c'est surtout la démocratie, la souveraineté aussi économique. Les horizons stratégiques encore lointains. Les dépendances persistent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dépendance financière, technologique, énergétique et alimentaire, et l'influence grandiose des institutions financières. Je pose la question à tout le monde. Je vis en Europe. Je constate une chose. Les Occidentaux projettent toujours, réfléchissent sur ce qui va arriver. Aujourd'hui, j'ai lu une étude où les Européens savent dans 25 ans comment les avions circulent pour prévenir la sécurité. Ils savent comment les villes vont être faites. Ils prévoient. Mais nous, est-ce que nous prévoyons ce qui va arriver? La troisième rupture qui nous concerne doit nous inviter à réfléchir sur nous-mêmes. Les deux premières ruptures, ça nous concerne, on a échoué. Mais aujourd'hui, tous les pays occidentaux sont en train de réfléchir pour savoir comment résoudre le problème de la démocratie. Ils proposent des solutions. Biden a proposé une solution rejetée parce que Trump est revenu. Cela veut dire que le mode de démocratie qu'on nous a enseigné dans les facultés, qu'on nous a donné depuis longtemps, est tombé à l'eau en Occident. Ils sont en train de réfléchir pour voir quelle méthode, quel mode de démocratie ils vont avoir. En Europe, pareil, les démocraties représentatives sont tombées. En Hongrie, en Italie, en Allemagne, partout, on remet en cause ces élites, on remet en cause le mode. C'est ce qu'on appelle en Europe les illibéraux. Illibéraux, ça ne veut pas dire qu'ils sont de l'extrême droite. Ça veut dire qu'ils refusent le mode de démocratie qu'on leur propose. Mais nous, ça fait des années qu'on nous a proposé ça. Quelle est notre réflexion? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir comme eux, maintenant, sur notre devenir, et non plus reprendre des modèles tels qu'ils ont été faits là-bas? Mais pour ça, moi je me pose des questions. Au niveau national, quel est le modèle qu'on doit avoir? Est-ce que nous devons toujours... Parce qu'il ne faut pas oublier que la démocratie n'est pas du tout une notion occidentale. C'est un concept universel. Au Sénégal, la démocratie existait avant la pénétration du colon. Au Sénégal, dans une région du Cayor, le roi était élu, alors qu'en Europe, il était héréditaire. Il pouvait être destitué par la population, bien avant la colonisation. Donc, il y avait l'élection et la responsabilité politique qu'on connaissait en Afrique. Donc, personne ne peut nous apprendre la démocratie. Mais réfléchissons sur nos valeurs, réfléchissons sur notre culture. Et regardons quels sont les facteurs dans nos réalités. J'aime pas le mot réalité, mais regardons ces réalités. Qu'est-ce qui peut favoriser un modèle qui nous sied à nous? En sachant d'ailleurs qu'il n'y a pas un modèle africain. On est 54 États. Chaque État a ses potentialités. Chaque État a sa vie. Réfléchissons sur les valeurs historiques, philosophiques, religieuses, sur la culture, sur les valeurs, sur les réalités. Les droits des femmes. Est-ce que la polygamie est une valeur? Est-ce que l'excision est une valeur? Est-ce que l'homosexualité doit être rejetée ou pas? Il ne faut pas avoir de tabou. Réfléchissons sur nos sociétés. Alors, je finis pour dire, et là, j'étais content d'entendre Madame la présidente du conseil d'administration qui disait qu'il faut qu'on décide par nous-mêmes. Il faut que nous puissions gérer nos ressources par nous-mêmes. Moi, j'ajouterais qu'il faut qu'on assure notre sécurité, qu'on puisse choisir nous-mêmes nos types de coopération, qu'on puisse réussir notre intégration régionale. C'est ainsi que nous pourrons assurer le bien-être de nos populations. Quand je dis bien-être de la population, je veux dire la démocratie. Je vous remercie.